Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une notion centrale, peut-être même la notion centrale du programme de philosophie, la liberté. Un mot qui a l'air simple comme ça, qu'on brandit partout comme un idéal, mais qui, en réalité, se révèle d'une complexité incroyable dès qu'on commence à creuser un peu. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble. On va interroger ce que la liberté nous coûte, vraiment, que ce soit sur le plan politique, social et même au plus profond de nous-mêmes. Et pour commencer, quoi de mieux qu'un classique? La Fontaine, avec sa fable Le loup et le chien, nous met direct face au dilemme fondamental. D'un côté, on a le chien. Il est bien nourri, il est en sécurité, mais il porte la marque de son collier, le signe qu'il n'est pas tout à fait libre. Et de l'autre, on a le loup, maigre, affamé, mais complètement maître de ses mouvements. Le choix du loup, il est radical, sans appel. Aucun trésor ne vaut le prix de la liberté. Cette fable, elle est géniale parce qu'elle pose d'emblée l'attention de notre sujet. Et voilà, ça nous amène directement à notre question, notre problématique. À quel prix sommes-nous libres? Parce que la liberté, comme le montre si bien La Fontaine, ce n'est jamais quelque chose de gratuit, de donné. Non, ça implique toujours des choix, des renoncements, parfois même des sacrifices. C'est ce coût, sous toutes ses formes, qu'on va essayer de comprendre et d'évaluer. Allez, on change tout de suite d'échelle. On passe de ce choix très personnel, celui du loup, à une échelle beaucoup plus large, collective. Quel est le prix de la liberté, non plus pour un individu isolé, mais pour un citoyen qui vit avec d'autres? C'est toute la grande question du contrat social, le fondement même de notre vie politique. La question devient alors plus précise. Pour vivre ensemble, pour qu'une société fonctionne avec des lois, est-ce qu'on est obligé d'abandonner une partie de notre liberté naturelle, originelle? Est-ce que c'est ça, au fond, le pacte qu'on passe les uns avec les autres? Alors là, on est en plein dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Et ce qu'il nous propose, c'est une sorte de bilan, vous voyez, une balance. D'un côté, ce qu'on perd en entrant en société, la liberté naturelle, en fait, c'est le droit du plus fort, un droit sans limite sur tout ce qui nous fait envie et qu'on a la force de prendre. Mais regardez ce qu'on y gagne, c'est immense, la liberté civile, qui est protégée par la loi pour tout le monde, le droit de propriété, qui est sécurisé, et surtout la liberté morale, qui fait de nous, dit Rousseau, vraiment maîtres de soi. C'est un échange gagnant. On passe de l'impulsion brute à la raison. Mais attention, écoutons maintenant une objection très forte qui vient de Diderot. Il nous alerte sur une forme de servitude beaucoup plus subtile. Même un prince juste, un pouvoir bienveillant, reste un danger. Pourquoi? Eh bien parce que ses qualités, sa justice, nous accoutument insensiblement à aimer, à respecter, à servir. En clair, on s'habitue au confort, on oublie ce que c'est que de se battre pour sa liberté et on glisse doucement vers le plus parfait esclavage. C'est un avertissement puissant contre l'idée d'une liberté qui serait simplement donnée par un autre, même le meilleur qui soit. Bon, on a parlé politique, maintenant déplaçons-nous sur le terrain social et économique. Parce qu'on sent bien qu'avoir le droit d'être libre et avoir les moyens de l'être, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que la liberté est vraiment la même pour tout le monde? Ça nous amène à cette question qui est, soyons clairs, absolument cruciale aujourd'hui. Est-ce qu'une liberté véritable peut exister quand les inégalités de richesse, de conditions de vie, creusent des fossés gigantesques entre les gens? Quand les chances de départ ne sont pas les mêmes pour tous? Est-ce que le mot liberté a encore le même sens? Le philosophe John Rawls nous offre ici une distinction conceptuelle vraiment éclairante. D'un côté, il y a le principe, le droit, on proclame une égale liberté pour tous. C'est la base de nos démocraties. Mais de l'autre, il y a la réalité, les faits, une inégale valeur de la liberté. Avoir le droit de voyager, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose si on n'a pas les moyens de se payer un billet de train. La liberté sur le papier, ce n'est pas la liberté dans la vraie vie. Et le philosophe Jean-Fabien Spitz, lui, il va encore plus loin. La pauvreté, nous dit-il, ce n'est pas juste un manque de moyens, c'est carrément une absence de liberté. Pourquoi? Parce qu'elle nous oblige à accepter les conditions imposées par d'autres. La personne qui n'a rien, qui a besoin d'un travail pour vivre, n'est pas vraiment libre d'accepter ou de refuser le salaire qu'on lui propose. Sa liberté est directement limitée par sa dépendance économique. C'est très concret. Jusqu'ici, on a exploré les contraintes qui viennent de l'extérieur, les lois, la société, l'économie. Mais et si le plus grand obstacle à notre liberté se trouvait en nous? Si notre sentiment d'être libre, ce sentiment si évident, n'était finalement qu'une illusion? C'est la question vertigineuse du déterminisme. On arrive peut-être là à la question la plus radicale de tout notre parcours. Face à toutes les forces qui nous construisent, qui nous façonnent, notre biologie, notre psychologie, notre éducation, notre milieu social, est-ce qu'il reste encore une petite place pour une liberté authentique? Pour bien saisir cette thèse déterministe, Spinoza nous propose une expérience de pensée qui est juste géniale. Imaginez une pierre, on la lance, et tout à coup, en plein vol, cette pierre devient consciente. Elle sentirait son mouvement, elle aurait l'impression de faire un effort pour avancer, et donc elle serait persuadée de se déplacer par sa propre volonté. Sauf qu'elle ignore complètement la main qui l'a lancée.
Pour Spinoza, nous sommes exactement comme cette pierre. On est conscient de nos désirs, mais on ignore totalement les causes qui nous poussent à désirer telle ou telle chose. La liberté ne serait alors que l'ignorance des causes qui nous déterminent. C'est une idée très forte. Au XXe siècle, le sociologue Pierre Bourdieu a en quelque sorte modernisé cette idée avec son concept d'habitus. L'habitus, qu'est-ce que c'est ? C'est cet ensemble de dispositions, de manières de penser et d'agir qu'on intègre sans même s'en rendre compte depuis l'enfance et qui sont liées à notre milieu social. Ça nous paraît naturel, mais en fait, c'est le produit de notre histoire. Le choix de faire des études d'art plutôt que de commerce, par exemple, peut nous sembler très personnel, mais il est souvent profondément lié à ce qui était possible, valorisé, ou même juste imaginable dans le milieu où on a grandi. Alors, face à ce grand mur du déterminisme qui semble tout expliquer, une voix s'élève, radicalement, totalement différente. C'est celle de Jean-Paul Sartre. Et son affirmation, elle est courte, percutante. C'est un véritable défi philosophique. L'homme est liberté. Qu'est-ce que Sartre veut dire par là ? Est-ce qu'il nie les contraintes, notre histoire, notre corps ? Pas du tout. Il appelle ça la situation. Mais pour lui, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'on choisit toujours ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. Il n'y a pas d'excuse, pas d'échappatoire. On est, selon sa formule célèbre, condamné à être libre. Et donc, on est entièrement responsable de ce qu'on devient. La liberté, ce n'est pas une qualité qu'on possède, c'est l'acte même de choisir, à chaque instant. Bon, après ce parcours qui nous a bien secoués, où est-ce qu'on en arrive ? Peut-être à une idée un peu différente. L'idée que la liberté, ce n'est pas un état stable, qu'on atteint une fois pour toutes, mais que c'est plutôt une conquête de tous les instants, un processus qui n'est jamais terminé. Je trouve que cette citation de Georges Canguilhem résume à la perfection notre trajet. La liberté n'est pas une chose qu'on a, c'est une expérience, un mouvement, celui de la libération. Se libérer de lois injustes, se libérer des inégalités qui nous empêchent d'avancer, mais aussi, et c'est peut-être le plus dur, se libérer de nos propres déterminismes en essayant de les comprendre. La liberté, c'est une lutte, un effort permanent. Pour finir, on va revenir à notre point de départ, à la fable de La Fontaine. Le loup, lui, il a fait son choix. Pour lui, aucun trésor, aucun confort ne valait le prix de sa liberté. Alors la question que je vous pose pour conclure, elle est pour chacun d'entre nous. Quel est le confort, la sécurité ou le trésor qui pour nous ne justifierait jamais, au grand jamais, le sacrifice de la liberté ? Voilà, si cette exploration philosophique vous a intéressé, si elle a nourri un peu votre réflexion, n'hésitez pas à soutenir la chaîne pour que ces analyses puissent continuer. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça aide énormément. Merci beaucoup et à très bientôt.